On dit souvent, et bien assez aussi dans les écoles d'art, qu'il n'est pas possible d'enseigner l'art. Ce qui, bien évidemment, est contraire au fait qu'il y a ne serait-ce qu'en Europe plusieurs centaines d'écoles et académies des beaux-arts, dont beaucoup existent depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et que presque tous les artistes que nous connaissons aujourd'hui ont passé quelque temps dans les écoles d'art. Au Moyen Âge et à la Renaissance, le système d'apprentissage pour exercer une qualité d'artistique consistait à travailler comme apprenti dans l'atelier d'un maître, tout à fait comme les autres métiers et artisanats de l'époque. Encore au XVIe siècle, les artistes ne pouvaient apprendre l'art et ses pratiques qu'en étant apprentis chez un maître. La plupart des ateliers d'artistes étaient au service soit de l'Église, soit de la noblesse et des puissants. Les ateliers des artistes étaient invariablement en rapport avec les multiples et prestigieux projets de construction de l'époque. Le maître employé est formé autant d'apprentis que nécessaire pour remplir ses obligations. Ce système supposait une maîtresse de l'artisanat à très haut niveau, sachant que l'originalité n'était pas l'objectif premier. Une fois qu'il avait appris tout ce qu'il pouvait de son maître, un apprenti pouvait aspirer à développer son propre style et caractéristiques de travail, jusqu'à être finalement lui-même capable de monter son propre atelier. Les contenus, les subjets et l'éventail d'interprétations possibles étaient limités, dans la mesure où ils devaient être en accord avec le dogme religieux et politique de l'époque. Les possibilités d'exprimer soi-même étaient restreintes, mais même avec toutes ces restrictions, les artistes, qu'ils soient peintres ou sculpteurs, pouvaient encore être reconnus pour leur capacité et talent. L'originalité avait alors un statut différent de celui qu'elle a aujourd'hui. Souvent, plusieurs artistes travaillaient sur une œuvre d'art. Rubens, par exemple, employait plusieurs artistes pour réaliser sa peinture et pour la manière dont on tournait un film aujourd'hui. Il faisait appel à ses experts pour peindre les différentes parties de la peinture, selon qu'il était bon pour peindre les tissus, des animaux, des paysages, etc. Le cercle des patrons potentiels était très limité. Le soutien et la commande étaient d'une importance vitale et jalousement gardée par les quelques artistes à succès de l'époque. Avec le XVIIIe siècle et l'avènement des Lumières, les thèmes et les motifs en art se sont élargis, car les gens ont commencé à regarder la nature comme un modèle. Les cartes du monde, dessins et peintures de terres nouvellement découvertes, les peuples, l'espèce végétale et la faune sont devenus une partie importante de la nouvelle conscience du monde. La science et la nouvelle technique industrielle ont largement fourni l'occasion d'interpréter soit une nouvelle invention, soit de nouvelles constructions. Les thèmes ont commencé à toucher davantage à des préoccupations humaines, à la société et à la vie citoyenne. Les façons plus générales et plus pratiques d'utiliser l'art ont été radicalement remises en cause avec le romantisme de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui s'est attaqué en partie l'objectivisation de la nature et la oppression de la société industrielle et aux attitudes politiques et sociales des classes dirigeantes. Le romantisme célébrait l'expression individuelle en tant qu'action spontanée et l'écoute des réactions émotionnelles en opposition du rationalisme. Dès la moitié du XVIIIe siècle, ces positions, ou mieux ces philosophies antagonistes, incarnaient les deux approches contraires de la fonction et de la mission de l'art, ce qui causa immédiatement un dilemme pour les académies artistiques de l'époque. Bien que l'École des Beaux-Arts de Paris
et été fondue en 1648, plutôt que l'Académie royale de peintres et sculptures. Plusieurs académies en Europe datent de la première moitié du XVIIIe siècle. Elles furent créées dans l'intention d'aider les architectes, les ingénieurs et des artisans de toutes catégories à dessiner et à concevoir leur travail, mais aussi dans l'espoir que ce milieu ferait émerger des peintres et sculpteurs ayant des dons et une originalité exceptionnelle. Les méthodes d'enseignement ressemblaient encore au système maître-apprenti. Mais comme les académies étaient payées par l'État ou des autres patrons, les élèves n'étaient pas complètement aux mains d'un seul maître. Les académies faisaient fonction de guildes, établissant un consensus esthétique et posant des critères de ce qu'elles considéraient comme étant de la bonne art et noble. Et comme la concurrence pour la reconnaissance et la commande était aussi forte que toujours, il était évidemment difficile de démêler des décisions de leurs propres besoins quant à la protection de leur réputation et leur intérêt et leurs affaires. Les candidatures d'admission, les examens finaux et la participation aux exhibitions étaient le moyen de garder le contrôle. Quelques artistes, bloqués par autant par la dépendance envers les patrons que par le jugement des institutions académiques, allaient juste à opter pour la stratégie presque schizophrène en faisant des œuvres dans le style qui était démis, tout en développant en secret leur travail et leur vrai intérêt. Goya en est un bon exemple, refusé 2 fois par la Real Académie des Belles Arts de San Fernando, qui avait été fondée en 1744. Il a dû travailler comme dessinateur dans le textile avant d'être découvert et soutenu par la famille royale. Et même alors, il fut contraint de maintenir cachées ses peintures qui correspondaient à ses propres intérêts et préoccupations. Au milieu du XIXe siècle, le principe de l'art polar a commencé à faire son chemin. Il devenait s'ajouter aux divers mouvements et tendances historiques et culturelles qui avaient déjà eu une influence notoire sur la manière de comprendre non seulement ce qui était l'art, mais aussi son but et sa fonction dans la société, y compris la façon dont les artistes devaient être formés. Dès lors, il devait difficile de justifier le patronage d'un art n'existant que pour lui-même, son mission didactique et son intention de véhiculer la valeur morale et éthique dans la société qui la financerait. Au XIXe siècle, on reproche tellement des écoles de beaux-arts de Paris d'avoir des activités et expositions purement intéressées que les tentatives se multiplient pour monter des expositions parallèles et indépendantes. Le premier salon d'indépendants en 1884 marqua la formalisation de ce qui est désormais connu sous l'appellation négative de l'art académique, par opposition à un art supposé affranchi de l'influence des institutions académiques. Malgré cela, le fait reste que la grande majorité des artistes qui se sont fait connaître au cours de 150 dernières années ont, à un moment ou un autre de leur vie, travaillé dans une école ou une académie. Ce qui signifiait que même les académies d'art forment beaucoup de gens qui ne viendront pas des artistes intéressants au sens où on l'entend communiquement. Il peut être absolument bénéfique pour les artistes de travailler et d'apprendre au sein d'une académie. Ce qui pose la question de savoir quels sont les facteurs qui jouent un rôle et sont judicieux dans l'éducation artistique. Les écoles d'art sont toujours le produit de la société qui les a créées et les subventionnées.
Plusieurs raisons différentes motivent une société à soutenir une école d'art. Certaines sont économiques. Par exemple, si une région donnée a une économie reposant sur une industrie particulière, une matière brute ou un produit, elle peut essayer de trouver la nouvelle forme artistique pour ces produits. De la même façon, l'art est souvent considéré comme stimulant pour le design et l'innovation, ce qui a des retombées sur la production industrielle. Les écoles d'art sont aussi souvent liées à des enjeux politiques comme la fierté et l'identité régionale, voire nationale, ou la représentation d'idéologie et de propagande. La nature des relations entre une école d'art et la société et les institutions au sein desquelles elle est inscrite est cruciale pour l'orientation, la méthodologie et le succès de l'école en question. L'art et la culture sont des activités basées sur un ensemble plutôt complexe de valeurs et idéaux différents. Il n'est donc pas possible de décrire entièrement ce rapport en termes de coût de revient. Cependant, quoi que motive une société à financer une école d'art, il y a toujours une balance entre l'apport et le contre, les avantages et les inconvénients qui, du point de vue de l'administration et les organes dirigeants, doivent être avantageusement équilibrés. On pourrait bien sûr discuter du fait que les conditions de financement public de la formation dans n'importe quelle discipline soient soumises à l'approbation de ses buts, de ses perspectives et des résultats de ses études ou recherches. On sait suffisamment combien l'État rechigne à soutenir des projets de recherche qui ne peuvent justifier les résultats rentables promis et évidents. Dans le domaine de la formation artistique, ces rapports ont toujours renfermé une charge extrêmement conflictuelle, comme l'a souvent montre l'histoire des écoles d'art au cours des deux derniers siècles. Il est dans la nature même de l'art d'avoir une évolution impossible à prévoir. Et quand ça arrive, c'est le reflet d'un point de vue individuel, isolé, qui, malgré toute la qualité artistique qu'il peut avoir, ne rencontre pas toujours un accueil positif parce qu'il est soit trop provocateur pour être facilement saisi, soit qu'il exprime tout simplement des valeurs ou opinions contraires à celles de la société supposée de financer. La censure et le consensus sont proches l'un de l'autre. D'un autre côté, l'activité artistique qui trouve une application pratique ont toujours pu bénéficier de soutien. Ceci a à voir en partie avec la tradition de la formation artistique comme une activité basée sur les métiers et une partie parce qu'il y a toujours un besoin concret d'artisanat et de nouveautés dans le design et l'esthétique. À la fin du XVIIIe siècle, le mouvement Arts and Crafts, né en Grande-Bretagne, a eu un impact considérable dans plusieurs régions du monde. C'était essentiellement une réaction aux formes issues de systèmes de production industrielle rationalisés et la perte de talents et d'emplois qui ont découlé. Le mouvement a trouvé une résonance dans la plupart des pays européens et aux États-Unis et il a contribué à définir une conception de la formation artistique à des écoles d'art partout dans le monde, avec parmi elles plusieurs académies nationales d'art appliqué, comme la Session de Vienne, de style, l'Art Nouveau, le Bauhaus et plusieurs écoles d'art moderne associant de design et beaux-arts. Le mouvement Art and Crafts, en tant que mouvement de design, a laissé une empreinte sur toutes les disciplines artisanales, les métiers et l'architecture. Et compte tenu de son impact social et économique positif, il a été érigé en exemple, même encore aujourd'hui.
Il est un modèle de bonne formation artistique, même si, il faut le dire, il ne concerne que peu ou presque pas le peintre et la sculpture. Le Bauhaus, fondé par l'architecte Walter Gropius en 1919, est mené principalement par les designers et des architectes, est célèbre pour avoir développé le modernisme en architecture et dans le design. On prétend souvent que l'un de ses mérites et accomplissements majeurs a été de combiner les beaux-arts et les appliquer. Je trouve ces postulats fortement exagérés. D'un côté, on peut voir une moindre avancée de la question des beaux-arts et une ignorance des conséquences de bien de forts développements dans l'art de cette époque, du cubisme, du futurisme et d'un autre côté, Dada. Le Bauhaus a créé beaucoup de nouveaux designs et s'est intéressé à l'utilisation des méthodes de production de masse. Le Bauhaus est devenu réalité grâce aux autorités de cette époque qui voyaient un net avantage à fabriquer des produits design de grande qualité, mais en 1932, le mouvement fut dissous par le nazisme pour des raisons idéologiques évidentes. Une école d'art d'un tout autre genre a été fondée en 1933 à Asheville, en Caroline du Nord, par les artistes de diverses disciplines qui n'étaient pas satisfaits par des formations existantes. Cette école s'appelait Black Mountain College et proposait une éducation libérale d'un genre vraiment radicalement différent. Elle rassemblait quelques-uns des artistes les plus importants de l'époque, comme le compositeur John Cage et Lou Harrison, les peintres William de Kooning, Robert Motherwell et Saint Twombly, les écrivains Charles Olson, Robert Creeley, Robert Duncan et William Carlos Williams, et les architectes Walter Gropius et Richard Buckminster Fuller, le danseur Merce Cunningham, et même Clement Greenberg et Albert Einstein furent invités à donner les cours. Parmi les étudiants les plus célèbres, notons John Chamberlain, Kenneth Nolan, Robert Rauschenberg, Arthur Penn, John Wiener et Dorothea Rockborn. Cette université artistique exemplaire était vouée aux idéaux suprêmes de l'art et constituait une communauté d'artistes libres penseurs. Cette manque de soutien financier, elle fut contrainte de déposer les bilans en 1957 dans une époque de conservatisme extrême aux États-Unis. Quand j'ai commencé ma propre formation artistique en 1969, en première année en Cheltenham School of Art, nous étions une classe de 80 étudiants. Elles avaient reçu une solide formation de base au dessin, peinture, modelage, céramique, travail du métal, imprimerie et par certains design, textile, n'oubliez pas les cours obligatoires en philosophie et histoire de l'art. À cette époque, il y avait des écoles d'art partout en Grande-Bretagne et chacune d'elles avait certaines spécialités. La peinture était relativement universelle, mais toutes les écoles n'enseignaient pas la sculpture. Toutes cependant proposaient au moins un sujet de design, dont il existait un grand nombre. Gravure, céramique, verre, design textile, mode, travail du métal, du bois, orfèvrière, télé et cinéma, décor du théâtre, conception automobile et architecture étaient autant de disciplines que l'on pouvait étudier. Même si aucun d'entre nous ne savait ce que ça signifiait, il était souvent fait référence au créateur de ce type d'éducation, Sir William Coldstream, qui avait réformé les écoles d'art britanniques en 1957 en créant un système national d'écoles d'art et un cycle de 4 ans d'études, la première année s'appelant Foundation Year
et les 3 autres menant à un diplôme en art et design. Après l'année préparatoire, il était l'usage et les étudiants y étaient effectivement encouragés de poser une candidature pour un cycle dans une autre école. Par exemple, c'était nécessaire pour beaucoup, c'était nécessaire parce que le métier qu'ils voulaient étudier n'était pas proposé à Cheltenham, alors qu'il y avait bien plus de cours et de places d'études dans les autres écoles. De grandes villes comme Manchester, Leeds et Birmingham proposaient jusqu'à 12 disciplines d'autres écoles avec des spécialités régionales, comme la poterie, par exemple, dans la région de Midlands. Et Londres avait de toute façon plus d'une douzaine d'écoles d'art avec le cursus différent. J'ai décidé d'étudier la peinture à la Wimbledon School of Art et j'ai dû préparer un portfolio pour poser ma candidature qui prévoyait aussi un entretien. Seulement 40 des étudiants, soit 50% de ceux qui avaient posé leur candidature dans mon année préparatoire, ont réussi à trouver une place pour étudier. On dit souvent que par certains aspects du système de DPD était basé sur le principe de Bauhaus, en ce sens que les beaux-arts et les arts appliqués étaient combinés. Il y avait en outre beaucoup plus de place pour ceux qui voulaient étudier dans le métier du design que de place pour les peintres et les sculpteurs. En effet, seulement 10% de places étaient réservées aux beaux-arts. La raison était que bien que les peintres et les sculpteurs auraient du mal à trouver un job après leur étude, ils faisaient fonction du stimulus créatif et fournissaient l'idée pour le designer. Ça valait donc le coup de paie pour leur formation. Il est difficile d'imaginer que Goldsmith croyait vraiment en ces principes. Lui-même était peintre et la tête de la Slade School of Art. J'ai passé 3 ans à la Wimbledon School of Art. J'ai eu la chance à cette époque d'avoir un excellent tutorat et de très bons cours complémentaires en histoire de l'art. En 1973, le diplôme AD était l'équivalent de BA ou d'une licence et en général le diplôme de fin d'études pour les étudiants en art. Il n'y avait que très peu d'opportunités possibles d'étudier plus qu'un master. En Grande-Bretagne, dans les années 70, comme dans la plupart des autres parties du monde, l'art contemporain n'était pas un enjeu majeur pour la société. En effet, le monde de l'art était très réduit comparé à l'intérêt que le public porte à l'art aujourd'hui. Il y avait nettement moins de musées et de galeries qui exposaient de l'art contemporain et les médias ne s'y intéressaient pratiquement pas, excepté par des articles généralement négatifs ou cherchant à faire le une qui soit décrié, soit ridiculisé là. Il y avait seulement deux magazines trimestriels, l'un publié aux États-Unis et l'autre en Grande-Bretagne, qui parlait des expositions et événements relatifs à l'art, pas d'Internet, et un marché d'art plutôt limité. Les écoles d'art en Grande-Bretagne jouaient un rôle majeur dans le discours sur l'art à cette époque, particulièrement à Londres où il y avait environ une douzaine d'écoles, toutes avec leurs cursus et leurs centres d'intérêt différents. Peut-être parce que le système britannique des écoles d'art était relativement nouveau, il y avait une volonté de la faire fonctionner. Et il était relativement bien subventionné. Par ailleurs, on ne doit pas oublier pour autant que la motivation fondamentale de ce système, c'était de fournir de nouveaux designers et design à l'industrie. Et conformément à toutes ces attentes, ça a bien marché. La Grande-Bretagne a bien réussi dans le domaine de la mode et de l'architecture. Plusieurs produits de design industriel ont été bien accueillis et sont devenus à la mode.
Le fait que ce soit suivi la génération de sculpteurs originaires de Grande-Bretagne ces 60 dernières années est absolument dû au discours sur la sculpture que le forum fourni par les écoles d'art a favorisé. Dans les années 80, avec le vandalisme social de Margaret Thatcher et de la politique dévastatrice de son gouvernement entre la culture en général et les écoles d'art en particulier qui étaient perçues comme les lieux de désaccord, ces écoles se sont retrouvées à court d'argent et marginalisées. Ce qui, en aucun cas, ne veut dire que les artistes ne pouvaient pas travailler. La colère générée par la politique de Thatcher et l'évidence du conflit idéologique étaient devenues source d'inspiration pour de nombreux artistes. En 1975, j'ai été invité par le ministère français de la Culture à travailler à l'école d'art de Metz et à participer aux examens nationaux des étudiants de cette année-là. Le gouvernement français prévoyait alors de réformer le système des écoles d'art. J'étais prié de donner mon avis sur les méthodes et le contenu de leur enseignement. Fondamentalement, le système français semblait reposer sur la même motivation que le système anglais. Le département de communication, design et architecture avait manifestement l'intention d'améliorer le design en France. Parmi les professeurs à Metz, il y avait Jocelyn Desnoblés, spécialiste remarquable et passionné de design, qui a écrit plusieurs livres excellents sur le design et qui est devenu le directeur du centre de recherche sur la culture technique. J'avais connu en Angleterre une éducation très libérale, et j'ai donc été surpris de ce que l'éducation avait l'académique en général. Les étudiants étaient engagés et conscients de toutes les préoccupations majeures de l'époque, mais il me semblait que, pour diverses raisons, ils ne travaillaient pas à résoudre ce problème dans leur atelier. 2 mois plus tard, j'étais invité à participer aux examens qui, à ma grande surprise, n'avaient pas lieu dans les écoles d'art où ils avaient étudié les élèves, lesquels devaient se présenter devant un comité d'examen à Lyon ou à Marseille. C'est là que j'ai réalisé qu'il était habituel de ne prendre que 10% de tous les candidats à cause de le fait que les étudiants ayant réussi pouvaient prétendre à droit d'enseigner ou même réclamer d'argent de l'État s'il devait se retrouver son emploi. En fait, je ne sais pas si ce système existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, je trouvais que c'était un système très dur qui n'aidait pas les jeunes artistes à s'épanouir et à expérimenter. J'ai essayé d'imaginer les pressions démotivantes qu'on peut avoir à étudier 5 ans pour finalement d'avoir qu'une chance sur 10 de réussir l'examen, que cette décision ne relève pas des critères académiques ou artistiques. Parfois, le problème doit être vu sous l'angle opposé. Comment faire pour ne pas empêcher des artistes en puissance de faire le travail? La société, le système scolaire et l'éducation des parents penchent souvent pour le conformisme. Leur originalité, quand elle est reconnue, est à peine tolérée et rarement positive encouragée. La première condition préalable à une meilleure formation en art est d'avoir des étudiants motivés, ayant des raisons de faire de l'art qui les propulsera à travers le défi de métier artistique. Cette motivation peut avoir plusieurs causes: le contexte social de la personne, ou ses relations personnelles, les croyances ou des idéaux forts, des forces psychologiques, des forces matérielles, les talents qui elle possède, ou une sensibilité esthétique élevée qui la fait réagir au monde.
La plupart des artistes font des choses parce qu'ils ressentent une insatisfaction par rapport au monde dans lequel ils se trouvent eux-mêmes et qu'ils sont résolus à faire quelque chose d'idéal pour eux-mêmes. On ne peut pas se fier aux parents ou aux écoles pour reconnaître les besoins de créativité d'un individu. La seconde condition préalable est que la société reconnaisse l'art comme une nécessité absolue pour l'existence humaine, parce qu'il donne de la valeur et du sens au monde matériel qui nous entoure. Il permet d'envisager nos vies dans une perspective élargie, en nous montrant comment les autres voient le monde et de nous aide à trouver le moyen d'exprimer nos pensées et sentiments intimes cachés. Si la société est disposée à accepter l'importance de l'art, même sous la forme critique ou provocatrice, alors elle devrait laisser les écoles d'art avoir la liberté et les moyens nécessaires pour expérimenter et aller là où la matière se les entraîne. Il ne devrait évidemment pas y avoir de censure ou de contrôle de contenu. On ne devrait pas user les restrictions financières pour influencer les activités artistiques. Il ne devrait pas y avoir des diplômes qui n'ont pas de sens. On devrait réaliser que la valeur des bénéfices de l'art et de la culture dépasse de loin tout calcul simpliste de rentabilité qu'on appliquait à présent à la culture en général, et admettre que les beaux-arts et le design sont deux activités très différentes qui ont une relation évidente, mais qui sont aussi différentes que la poésie et la comptabilité. La troisième condition préalable à une bonne formation en art est d'avoir le bon professeur. Si l'enseignant la peinture, la sculpture et les autres disciplines pratiques de l'art, ils devraient être eux-mêmes des artistes en activité et travailler au plus haut niveau possible. En 1978, la sculpteur Norbert Kricke, qui était directeur de la Kunstakademie de Düsseldorf, m'a invité à enseigner en première année. Je dois dire que c'était un break bien vu pour moi parce que je m'étais installé en Allemagne un an auparavant et que j'avais passé la plupart de mon temps soit à travailler pour gagner de l'argent pour vivre, soit à l'utiliser pour mes œuvres. Je connaissais la Kunstakademie de Düsseldorf comme une académie où beaucoup d'artistes allemands avaient soit enseigné, soit été formés, parfois les deux, après la Seconde Guerre mondiale. En 1978, la liste de ces artistes était déjà incroyablement longue, avec entre eux Joseph Beuys, Dieter Roth, Nam June Paik, Günter Ucker, Bernd Becker, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Markus Lüpertz, Jörg Immendorf, Amsel Kiefer, Klaus Rinke, Ulrich Rückgrim et beaucoup d'autres. Le mouvement zéro démarrait à Düsseldorf et c'était aussi un autre lieu pour les artistes de Fluxus. Du fait que les artistes avaient été réprimés par les nazis qui avaient tout simplement interdit tous les artistes qu'ils n'aimaient pas en leur imposant un malverbot, une interdiction de peindre, et du fait aussi que beaucoup d'artistes avaient été sanctionnés et même payés de leur vie pour avoir continué à travailler. Une fois la guerre finie, on donnait toute liberté et autonomie aux institutions culturelles. C'est ainsi que les activités artistiques ont connu un immense épanouissement à Düsseldorf avec sa longue tradition culturelle libérale, offrait aux artistes les meilleures conditions qui soient. Les gouvernements d'après-guerre n'ont pas osé se mêler dans la situation et les artistes, affranchis de toute censure, ont logiquement utilisé leur travail pour véhiculer des positions et opinions artistiques et politiques. Le cas le plus connu était bien de Joseph Beuys. Il y avait un air
de renouveau qui touchait pareillement les professeurs et les enseignants. Même si cette nécessité existentielle était née de circonstances tragiques, elle illustre clairement ce que peut se produire quand il y a un besoin de culture et que les possibilités d'expression artistique ne sont pas entravées. Les académies d'art en Allemagne ont toujours été organisées sur le modèle maître-apprenti, ce qui veut dire qu'un professeur avait pendant quelques années des étudiants travaillant dans une classe sous sa direction. Ces classes avaient leur propre atelier. Ce qui se faisait et comment cela se faisait était entièrement du ressort du professeur. Celui-ci avait son propre atelier et on attendait de lui qu'il poursuive son propre travail. Il avait un contrat informel d'enseignement pour un certain nombre d'heures par semaine. Il n'y avait pas de qualification finale parce que personne n'accordait le droit de quelqu'un d'autre, et notamment à l'État, de juger le travail des artistes. Que les étudiants soient présents ou non ne dépendait que d'eux, bien qu'ils étaient en général encouragés à établir le propre atelier le plus vite que possible. Et comme il n'y avait pas d'examen final, beaucoup restaient inscrits pendant de longues années. Une grande partie de l'enseignement se faisait sous forme de tutorat personnel et de rassemblement dans le cours qu'on appelait le séminaire. Le professeur pouvait décider s'il désirait accorder le statut de Meisterschüler aux étudiants qui lui considéraient intéressants, et cela leur permettait d'avoir un plus grand atelier personnel au sein de l'académie. Traditionnellement, le directeur de l'académie était toujours un artiste ou un architecte. Tout le conseil de surveillance et de commission était constitué pour la majorité par d'artistes, de sorte que l'académie était dans une grande mesure autogouvernée et que la nomination de professeurs était entièrement entre leurs mains. Ce système est complètement nouveau pour moi, qui avais fréquenté une école d'art anglaise et où cela consistait surtout à suivre des cours et à écouter plusieurs points de vue différents à propos du travail de quelqu'un. Ce qui était nouveau aussi pour moi, c'était la façon dont les Allemands, en général, analysaient et discutaient de tout en allant au fond des choses, les écoles d'art n'y faisant pas l'exception. Il y a généralement une idée fausse dans les sociétés et notamment dans les administrations responsables des écoles d'art, comme quoi les artistes sont d'une certaine manière indisciplinés et même paresseux. C'est entièrement faux. Et c'est même l'opposé que c'est vrai. Dans nos sociétés tout entières, il y a vraiment un groupe d'individus plus motivés et plus productifs. Les artistes sont, par définition, des organisations individuelles qui se motivent elles-mêmes, qui sont ambitieuses, en partie idéalistes, et de plus souvent acharnées. C'est peut-être aussi ce débat pesant qui a conduit à la révolte des étudiants en 1968, où Joseph Beuys a joué un rôle crucial. Le point essentiel était qu'il y avait beaucoup plus de matière à étudier qu'il y avait d'installation et d'espace. Et dans un geste affirmé, Beuys a admis plein d'étudiants dans son cours. Il était professeur comme les autres et n'avait qu'un espace limité. Il n'était pas possible en pratique de donner à quiconque la possibilité de travailler à l'académie. Mais Beuys avança comme argument que chacun était un artiste et refusa de suivre l'instruction du ministre responsable. Ceci devint un problème politique qui lui coûte son travail, bien qu'il ait été habilité à garder son titre de professeur. Le fait
collatéral malheureux de cette controverse publique fut que les autorités avaient désormais une raison de renoncer à la politique d'intervention relativement faible dans les affaires de l'Académie, et elles ont commencé alors à poser les exigences qui sont restreindre l'autonomie des écoles et introduit les examens. Heureusement, le succès de la Kunstakademie de Düsseldorf lui avait valu une bonne réputation et elle était tenue en haute estime, de sorte qu'il fut possible pour le directeur suivant, comme Markus Lüpertz, de préserver l'Académie de trop de restrictions. Depuis 1978, Düsseldorf a vu toute une génération de sculpteurs se développer avec des gens comme Thomas Schutter, Katharina Fritsch, Rainer Mucha, Harald Klingelhaller, Isa Gensken, Wilhelm Mundt, Thomas Wernich et Martin Hornet. Et une génération notoire de photographes comme Andreas Gorski, Thomas Ruf, Thomas Struth, Candida Hofer et Helge Esser. Une académie n'est cependant pas là uniquement pour former les jeunes artistes. Elle a aussi comme fonction de fournir un climat culturel aux professeurs et de leur permettre d'échanger le savoir et idées, et les aider à développer leur propre travail. Une académie a un rôle important à jouer au sein de son propre environnement culturel et pour la vie culturelle de la région. Cette interaction a une résonance aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. C'est un produit déterminé par ses propres intérêts et non par un service des autres. Le contact entre les différentes classes est d'importance première et se réalise dans les numéros, séminaires et cours communs. De même pour l'exposition annuelle du travail des étudiants, ou Rundgang en allemand, qui l'année dernière a attiré plus de 45 000 visiteurs en l'espace de 5 jours. Il est significatif que le ministère dont dépend l'Académie de Düsseldorf ne soit pas celui de la culture, mais celui de la recherche et de l'innovation, ce qui est, je crois, une reconnaissance évidente de notre statut et de nos intentions. Les batailles ont été longues et difficiles pour maintenir notre méthode de formation avec l'avènement de cursus BA-MA et le système d'examen largement considéré comme contre-productif pour la formation artistique. On ne peut pas enseigner l'art dans le cours. Ce n'est pas possible que chaque étudiant ait une formation qu'il exerce selon ses propres besoins. Si les étudiants plus jeunes ont l'exemple d'artistes plus âgés en activité pour les orienter, et si on donne aux étudiants la liberté de trouver leur propre forme continue artistique. Nous n'avons pas le besoin d'une standardisation insensée, nous avons besoin de la liberté artistique. Bien que historiquement, beaucoup de professeurs aient été contre la formation d'enseignants, il s'est avéré de plus en plus qu'on ne peut pas se plaindre de la qualité de certaines candidatures d'admission sans être préparés à former nous-mêmes d'enseignants. C'est ce que nous pratiquons. En ne faisant aucune distinction en termes de pratique en atelier entre les étudiants en pédagogie et ceux qui étudient de l'art libre. Ils ont beaucoup d'autres obligations aux cours auxquels ils doivent assister pour avoir la pleine qualification en tant qu'enseignants, mais cela n'a pas d'impact sur le fait qu'ils doivent aussi être des artistes qui pratiquent. Je dois dire, pour ma part, bien souvent, je ne sais pas si tel ou tel de mes étudiants étudie aussi la pédagogie. Je voudrais revenir sur l'idée qu'ont beaucoup de gens qu'il n'est pas possible d'enseigner l'art. Cette idée prend sa source dans la notion que quelqu'un a ou n'a pas l'aptitude à être artiste.
et qu'aucun enseignement, aussi entendu soit-il, ne pourra aider quiconque à devenir artiste s'il ne possède pas le talent nécessaire. Cela peut être le cas en soi, mais comment quelqu'un peut-il savoir s'il a du talent si on ne lui a pas donné la chance techniquement et intellectuellement de le découvrir? Parfois, en lieu d'échange, on se produit des événements qui soudain ouvrent la possibilité jusque-là restée invisible. En tout cas, il y a beaucoup de choses que l'on apprend à propos de l'art. Beaucoup de techniques peuvent être apprises relativement aisément. Le dessin, par exemple. Quantité de gens disent qu'ils ne sont même pas capables de tracer serait-ce qu'une ligne droite, alors qu'on n'a pratiquement jamais à tracer une ligne droite. Ce que ces gens veulent dire, bien sûr, c'est qu'ils n'ont jamais appris à dessiner. Ce qui est très dommage, indépendamment du fait qu'ils fassent quelque chose d'artistiquement intéressant ou non, dessiner est une aptitude réellement utile que la plupart des gens peuvent apprendre, tout comme lire et écrire. On peut également apprendre comment mélanger des couleurs et écrire des compositions de proportions. Pour la sculpture, beaucoup de matériaux demandent qu'on connaisse certaines techniques de travail et la plupart d'entre eux requièrent une bonne dose de pratique. Au-delà de l'aspect technique et formel, de nombreuses disciplines comme la peinture, la gravure, le modelage, la taille, la photographie et le cinéma, il est important de connaître l'histoire de la matière à laquelle on s'intéresse, ainsi les préoccupations et tendances de l'époque. Il est intéressant de comprendre pourquoi l'art s'est développé de telle ou telle façon, quels sont les thèmes et causes derrière l'œuvre que l'on voit, et le rapport de ses propres intérêts aux choses qu'on fait. Il est important d'être à même d'évaluer sous un angle critique de son propre travail, ce qui permet d'intégrer l'expérience vécue dans sa méthode de travail. Le fait est qu'il y a tant à apprendre qu'il faudrait nombreuses années pour couvrir juste la connaissance de base. Ce qui importe le plus à propos de l'information artistique, c'est de donner aux étudiants la liberté de développer leur travail sans avoir à répondre à des critères et des principes académiques. Une formation artistique est à plusieurs égards une formation idéale dans laquelle on identifie ses propres intérêts, que ce soit la botanique, les relations humaines ou le nombre complexe. Ensuite, on observe, on se documente, on rassemble des informations sur le sujet en question, on analyse ce que l'on a observé et élaborer une méthode pour convertir ce contenu en une forme matérielle. J'ai souvent vu comment une éducation artistique change la manière dont les gens voient le monde et essaient de la comprendre ou de l'interpréter à travers les observations. C'est quelque chose qui frappe chez les étudiants et bien d'autres personnes impliquées dans l'art. Une formation artistique est, sous de nombreux aspects, un domaine d'étude idéal. Je crois que n'importe qui dans la société devrait bénéficier au moins d'une année préparatoire pendant laquelle il pourrait mieux comprendre qui il est, apprendre à penser de façon créative, trouver ses dons et ses intérêts, accompagner et instruire dans les meilleures conditions possibles, sans personne lui dicter le cours de ses études ni de le résultat final. Ce serait certainement mieux que les envoyer au service militaire ou aller à l'université pour obtenir une licence dans une matière sans importance que des milliers des autres auront aussi. Il en est ainsi, la plupart des écoles d'art sont en manque de fonds
est constamment menacée de fermer. Elles sont donc forcées d'inventer des programmes qui n'ont aucun sens et des qualifications qui ne riment à rien. Quelqu'un n'a-t-il jamais demandé à voir le diplôme de Leonardo da Vinci ou de Picasso? Ces écoles sont sous le contrôle et entre les mains des dernières personnes qui seraient capables de comprendre pourquoi l'art est si important pour la société. J'ai eu la chance de fréquenter une école d'art à une époque où le système en Angleterre était relativement nouveau et personne allait en imaginant devenir un artiste célèbre et même gagner d'argent en faisant de l'art. Tous ceux avec qui j'ai commencé mes études avaient leur propre raison idéale d'être là. Hélas, la situation a dramatiquement changé. Du fait du succès du changement du statut de l'art, le statut de l'art a connu les 40 dernières années. De nos jours, beaucoup de jeunes gens envisagent d'être artistes comme une carrière parmi d'autres, en lieu d'envisager un champ d'intérêt défini par eux-mêmes et d'observer et dessinant, en photographiant, filmant ou écrivant. Ils sont entourés d'exemples de l'art à succès, fournis par les médias, les magazines, le marché de l'art, les musées et autres institutions culturelles, dont ils deviennent les épigones. Dans la culture actuelle de solutions rapides et faciles, il y a une recherche active de stratégies de réussite qui aboutit à une représentation médiatique d'un répertoire de thèmes bien établi. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs écoles d'art en divers endroits du monde au cours des dernières années. J'étais troublé de voir que quelques variations selon l'endroit, le travail des étudiants partout dans le monde est le même partout. Ce qui est dû au fait que dans la nouvelle culture globalisée, chacun puise aux mêmes sources. La nature même de la culture est de toujours être en état de crise. Les choses vont incontestablement mieux dans le présent que dans bon nombre de périodes de l'histoire. Mais la popularisation de l'art, ces 40 dernières années, n'a pas rendu la formation artistique plus facile. Aujourd'hui, les hommes politiques, à tous les niveaux, des gouvernements d'État aux mairies de villes, veulent être impliqués dans la culture. Il y a 10 fois plus de commissaires et de médiateurs culturels formés que d'artistes, qui seront bientôt en train d'expliquer ce qu'ils pensent que tout cela signifie, comme si c'était important. Toute entreprise au bureau qui se respecte a de l'art sous ses murs. La culture alimente les médias avec le matériel qu'ils peuvent pimenter et servir au public. Et même les écoles d'art ne recevront finalement le soutien financier nécessaire que si elles sont considérées comme ayant du succès par le politique et par un public incapable de comprendre les besoins internes. Toutes ces conséquences différentes du succès de l'art exercent une pression qui ne donne aux étudiants ni le temps ni les conditions pour développer tranquillement leur travail. Si le passé, les académies étaient coupables d'imposer le code de l'art, aujourd'hui, ironie du sort, elles sont parmi les derniers bastions à protéger le processus artistique face à trop d'interférences extérieures et à un nouvel académisme global. Merci.